Bonjour à tous les auditeurs de la radio Top Congo. Pourquoi le dossier des batteries électriques vous fait courir partout? Oui, merci bien. Ça ne me fait pas courir, mais ça me permet effectivement de porter la voix de la République démocratique du Congo un peu partout à travers le monde, parce que nous sommes à l'ère de la transition énergétique et écologique. Vous savez, le monde est menacé par les fléaux du réchauffement climatique. Et le président de la République, lorsqu'il était à la COP26 à Glasgow, il a clairement indiqué que la RDC est le pays solution. Pourquoi ? Parce que d'ici 2050, s'il n'y a aucune mesure qui est prise dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, eh bien, l'eau va monter de 6 mètres, et donc il y a des pays qui vont disparaître sur la planète comme les Pays-Bas. Lorsque vous voyez là où est situé les Pays-Bas, il est en dessous du niveau de la mer. Les pays comme l'Indonésie, si l'eau de la mer remonte de 6 mètres, c'est des pays qui disparaissent. Alors face à ça, il y a maintenant des États qui se présentent comme des alternatives solutions à cette problématique. C'est notamment les pays du bassin du Congo, les pays du bassin amazonien et les pays du bassin de l'Indonésie. Parce que ces pays détiennent les forêts qui absorbent les émissions de carbone. À titre pédagogique, la photosynthèse que nous avions étudiée à l'école secondaire fait que les arbres libèrent l'oxygène mais absorbent les gaz carboniques. Et donc, ils ont un rôle à jouer, un rôle très important. Voilà pourquoi, avec la RDC qui a la deuxième grande forêt mondiale, elle se présente comme une solution d'absorption de toutes ces pollutions qui sont libérées à travers le monde. Ça, c'est la première manche de la solution. Maintenant, la deuxième manche de la solution, c'est qu'il n'y a pas que des pollutions des usines. Il y a des pollutions à travers les énergies fossiles qui sont utilisées, par exemple, en Europe. Vous avez suivi dernièrement que l'Allemagne a même dit qu'elle va encore revenir sur les énergies fossiles. La France également, à cause de la crise entre ces pays d'Europe et la Russie. Et donc, encore une fois, lorsqu'on va chercher à transformer les énergies fossiles en énergie verte, en énergie renouvelable, il faut des métaux qui, encore une fois, et heureusement, se trouvent être en RDC, parce que ce sont ces métaux qui vont entrer dans la fabrication des batteries électriques. Les batteries électriques, les batteries au lithium, ont pour rôle d'emmagasiner l'énergie. Donc, avec ces batteries-là, on peut construire une batterie qui a la dimension de cette maison. Et donc, cette batterie-là est capable de donner 20, 30, 40 mégawatts à une population estimée à des milliers de personnes. Comme c'est la RDC qui détient encore cette panoplie de minéraux, à savoir le cobalt, les lithium, les manganèses, les nickel, eh bien, le chef de l'État a estimé qu'il fallait convoquer ici à Kinshasa ce que nous avions appelé le DRC Africa Business Forum pour porter ce message à la connaissance du monde et ainsi inviter les autres États africains à rejoindre la RDC dans cette grande aventure de création de la première chaîne de valeur autour de l'industrie des batteries électriques. Encore qu'on n'a pas encore évalué les réserves de ce lithium. Vous parlez du potentiel encore parce que les réserves ne sont pas encore certifiées aujourd'hui. Ici, je dois préciser qu'en matière de fabrication des batteries et des voitures électriques, il y a une chaîne de valeur qui doit être créée. Une chaîne de valeur, c'est une succession d'activités avec pour objectif de créer à chaque étape une valeur. Quand vous êtes au champ, vous avez cultivé vos pommes de terre. Vos pommes de terre n'ont pas de valeur ajoutée si vous ne les transformez par exemple pas en frites. Lorsque vous les transformez en frites, la pomme de terre là a une autre valeur lorsqu'elle devient frite que lorsqu'elle était pomme de terre nature, comme on le dit. Donc on veut passer de l'extraction des minéraux à la première transformation qui donne une première valeur ajoutée qu'on appelle produit semi-fini. Ensuite, on passe à des produits finis pour élever la valeur marchande du produit congolais. Parce que depuis 1960, il a été constaté que nous avons exporté des matières premières. Vous avez d'ailleurs en introduction ici parlé des exportations. On a exporté des matières premières, mais qui n'ont pas aidé nos pays à avoir des budgets conséquents. La preuve, c'est que ce n'est qu'à 2022 ici que le gouvernement congolais vient de présenter le premier budget de près de 15 milliards de dollars. C'est anormal. Alors, ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, veut faire, c'est de faire en sorte que l'industrie participe à la formation du produit intérieur brut. Et qui dit produit intérieur brut, ce sont des thèmes des économistes, je dois le dire aussi en termes pédagogiques. Ça veut dire à la formation de la richesse. Quelle est la richesse qui est créée chaque année
Et cette richesse-là s'appelle en termes économiques produit intérieur brut. Alors, vous vous rendrez compte que le produit intérieur brut de la RDC est de 50 milliards. C'est-à-dire la somme des richesses créées par les agents privés et publics chaque année est évaluée seulement à 50 milliards. C'est très peu, oui. C'est très peu. Et ça fait effectivement qu'on ne peut pas avoir un budget supérieur à 10 milliards. Parce que le budget est fonction de la richesse. Parce que l'État doit prélever ses taxes et ses impôts sur la richesse. Et donc, si vous avez une richesse de 50 milliards et que la pression fiscale, c'est-à-dire la manière d'imposer votre richesse, se situe entre 10 et 20%, donc vous ne pouvez pas avoir un budget supérieur à 10 milliards. Voilà pourquoi, au niveau du ministère de l'Industrie, nous voulons participer à la création de la richesse pour que la valeur de notre richesse qu'on appelle produit intérieur brut augmente. Alors, si ça augmente, par exemple, on arrive à 100 milliards, à ce moment-là, nous pouvons rêver avoir un budget de 20 à 30 milliards parce qu'on va prélever sur une grande richesse les impôts du pays. Pourquoi alors nous mouillons les maillots, nous allons un peu partout? C'est pour permettre aux gens de comprendre que non, la solution c'est désormais la République démocratique du Congo. Avec les partenaires nationaux et étrangers, venons nous inscrire dans la création de cette chaîne de valeur des batteries électriques parce que la demande sera forte demain, aussi bien en Afrique qu'en Europe, aux États-Unis, où, comme vous l'avez suivi, déjà en Europe, le Parlement européen a voté la fin de l'utilisation des moteurs thermiques en 2035. C'est-à-dire tous les véhicules qui ont des moteurs à essence, à diesel, vont être chassés de la circulation. Monsieur le ministre, vous dites très souvent que la RDC c'est la meilleure destination pour l'installation de l'usine de fabrication des batteries électriques. Vous êtes appuyé sur une étude de Bloomberg. Ouais. C'est 39 millions de dollars pour installer une usine ici, 112 millions de dollars en Chine par exemple. Le problème c'est que en RDC, il y a des préalables pour installer une usine, il y a des routes qu'il faut construire, il y a l'électricité qui pose problème. Donc si on multiplie le nombre de ces préalables, on peut, pour la RDC, pour l'installation de cette usine, parce que vous parlez également de chaîne de valeur, avec cette installation de cette usine, on va aller x3, x4 le coût de l'installation effective d'une usine de fabrication de batteries électriques. Oui, effectivement, l'étude de Bloomberg a donné le montant brut de 39 millions de dollars pour l'installation d'une usine de traitement de 10 000 tonnes. Mais lorsque vous passez à 100 000 tonnes, bien, le coût est de 300 millions de dollars. Donc on multiplie par 10. Ce n'est pas 390 millions de dollars, mais ça sera 300 millions. Et pourquoi 300 millions? Oui, parce que c'est l'étude qui a démontré cela. Parce qu'au fur et à mesure qu'on monte avec l'activité, les coûts diminuent. Parce qu'il y a les coûts fixes qui ne varient pas. Voilà pourquoi la Flexim Bank, la Banque arabe de développement économique de l'Afrique, la BADEA, la BADEA bien sûr, l'AFC, Africa Financial Corporation, et d'autres institutions, la BAD également, qui ont participé au financement de l'étude, sont prêts à verser les 300 millions de dollars. Alors, autour de l'industrie des batteries, il faut tout un écosystème des routes, écosystème électrique, écosystème transport, portuaire, aéroportuaire. Et c'est la raison pour laquelle nous inscrivons la création des premières usines de batteries dans l'écosystème des zones économiques spéciales. Nous sommes sur le chantier de la zone économique spéciale de Manono, qui est le bastion du lithium, avec à côté bien sûr la province du Haut-Lomami. Le Manono c'est dans le Tanganyika, mais le Haut-Lomami aussi, il y a des indices de lithium. D'ailleurs, la prochaine émission que je vais faire, ça sera au Haut-Lomami et au Tanganyika pour rencontrer les gouverneurs de ces provinces et échanger autour de cette problématique d'exploitation du lithium. Maintenant, il y a un dossier qui est pendant au niveau du ministère des Mines et au niveau du ministère des Portefeuilles pour trouver une solution à la joint venture qui doit exploiter la mine de Manono. Parce que la Cominière, qui est l'entreprise de l'État qui a le permis d'exploitation sur la mine de Manono, est en joint venture avec d'autres, notamment AVZ, Gingin, Datcom, Datomi. Il y a des soucis d'ailleurs dans cette joint venture. Alors, il y a des soucis dans cette joint venture. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a demandé au ministre des Mines et au ministre du Portefeuille de se pencher sur la question pour qu'on tire au clair qui, normalement, a des actions dans la joint venture pour qu'on commence l'exploitation de la mine de Manono. Et là, c'est là où je voudrais apaiser les populations du Tanganyika. Qui disent qu'il faut installer l'usine à Manono que dans le Haut-Katanga, parce que c'est là que se trouve la richesse. Exact. Je voudrais apaiser la population du Tanganyika, la population du Haut-Lomami, pour dire que le code minier a déjà répondu à leurs préoccupations. C'est-à-dire à l'exploitation des matières premières à Manono. Si c'est le lithium, eh bien 50%
de la redevance minière vont rester là-bas. 15% aux entités territoriales locales où est extrait le lithium, 10% à la province, 15 et 10, ça fait 25%. Les 25% vont rester en train d'adresser les problèmes de développement économique de la province et 10% versés au fonds minier des générations futures. Et ces fonds ont pour rôle, encore une fois, de venir financer des projets dans l'entité où on a produit les minéraux. Et aujourd'hui, par exemple, la tonne de lithium est autour de $71,000. Imaginez-vous si on exploitait 1 million de tonnes de lithium dans cette partie, vous prenez 10% de cette valeur qui va rester à Manono, mais il y a de quoi construire et les routes, et les chemins de fer, et les centrales hydroélectriques de cette région. Alors, la chaîne de valeur commence par cette extraction. Maintenant, lorsque on a donné une valeur ajoutée au lithium, parce que pour entrer dans la fabrication des batteries, c'est pas la pierre de lithium. On devra la transformer à Manono, on devra la transformer dans les Olomami, Malembankulu, je crois. Et c'est cette valeur marchande-là qui donne aux populations locales la possibilité de profiter de la redevance minière qui va aider à résoudre les problèmes qui se posent de pauvreté, de développement dans la région. Mais pourquoi on n'a pas transformé à Manono ou dans l'Olomami? Pourquoi on va transformer au Katanga? Les conditions ne sont pas réunies à Manono pour faire toutes les opérations? Maintenant, nous sommes sur un vaste chantier. C'est-à-dire, pour commencer, je le dis souvent, il faut commencer. On n'attendra pas qu'on ait tout l'écosystème à Manono pour commencer parce que la demande est forte. Maintenant, on commence par là où il y a un écosystème favorable pour nous permettre de commencer à répondre à la demande qui est forte, la demande mondiale, accroître notre budget et ainsi nous permettre d'attirer d'autres investisseurs vers les lieux maintenant de production. On va au Katanga parce que là, il y a l'électricité, il y a les routes. C'est-à-dire quoi? Les entreprises de transformation de dernière génération de batteries électriques se feront à n'importe quel lieu parce qu'on n'aura pas besoin qu'il y ait d'une seule usine. Étant donné que la demande d'ici 2040, je l'ai dit souvent, elle est d'à peu près de 500 millions de véhicules électriques. Et d'ici 2050, la demande sera de 900 millions. C'est-à-dire, même quand on installe une usine à Manono, elle ne peut pas elle seule répondre à toute la demande mondiale. Donc on a besoin d'installer une usine et à Manono, et dans le Olomami, et au Katanga, et à Lualaba, parce que les minéraux qui entrent dans la composition des batteries électriques, il n'y a pas que le lithium. Donc on va prendre aussi le cobalt, on va prendre les manganèses, on va prendre les nickel. Et d'ailleurs, nous sommes en train de chercher des partenaires à travers le ministère des Mines, des partenaires pour l'exploitation du nickel au Kasaï central. Parce que la mine est déjà trouvée pour que nous nous rassurions que toutes les composantes qui entrent dans la chaîne de valeur des batteries électriques viennent de la République démocratique du Congo. Si on peut en avoir qui viennent d'autres États comme le Gabon avec les manganèses, Madagascar avec les nickel, et la Tanzanie avec les graphites, la Zambie avec laquelle nous avons signé, avec les cobalt, les Mozambique, l'Afrique du Sud, qui est aussi d'autres minéraux stratégiques. Même si nous allons avoir recours à d'autres pays, mais nous voulons nous rassurer que la base de la chaîne de valeur, c'est la République démocratique du Congo, pour ne pas subir les pressions extérieures et ainsi nous empêcher de décoller. Pour assurer les populations de Manono, il faut leur dire on va installer une industrie dans leur contrée. Après le Katanga, il y aura des industries à Manono et dans le Absolument. Dans les Manono comme dans les Olomami, comme à Lualaba, nous allons installer des usines de fabrication parce que nous commençons avec les précurseurs. On commence avec les précurseurs dans le Katanga, mais la fabrication des batteries électriques elles-mêmes et les voitures électriques, peut-être ça aura lié à Manono, peut-être ça aura lié à Malembankulu, peut-être ça aura lié à Kolwezi. Mais pour le moment, nous donnons de la valeur ajoutée au cobalt, au manganèse et au nickel pour fournir aux off-takers, c'est-à-dire les acheteurs, les éléments qu'ils vont faire entrer dans la fabrication des batteries électriques. Parce que dans la première phase, nous ne produirons pas encore les batteries électriques et les voitures au Congo. Non, on produit les précurseurs. Et l'étude de Bloomberg, c'est une étude de précurseurs sur les batteries électriques. C'est-à-dire les composantes qui entrent dans la fabrication des batteries électriques. Maintenant, la phase qui va nous amener aux batteries électriques et aux voitures électriques, quand nous aurons bien mis en place l'écosystème général, pourrait se faire soit à Manono, soit à Malembankulu. Afreximbank, Badea, AFC et la BAD vont débloquer de l'argent ou il faut un partenariat public-privé. J'ai appris que vous avez rencontré dernièrement la société Contemporary Imprex Technology
Technology Corporation. Est-ce que c'est cette société qui va commencer les travaux? Le montage financier, ça se passe comment? Toutes ces banques que vous avez citées sont des institutions africaines. C'est-à-dire, c'est pas la banque européenne d'investissement, c'est la banque africaine de développement. C'est la Frexim Bank. C'est la BADEA qui est la Banque arabe de développement économique de l'Afrique. Toutes ces banques travaillent ensemble. Même lorsque l'étude de Bloomberg a été financée, ce sont ces banques qui se sont mises ensemble pour financer l'étude de Bloomberg. Maintenant, il y a une deuxième petite étude de préfaisabilité. C'est-à-dire, maintenant que la grande étude de Bloomberg est sortie, la Flexim Bank et les autres vont financer l'étude de préfaisabilité, l'installation de cette usine de précurseurs dans la zone économique de Kissinvéré. Et nous étions effectivement à Sharm el-Sheikh et à Niamey avec les responsables de la Flexim Bank, avec Orama qui est le directeur général, avec M. Pedro, qui est l'exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Eh bien, au cours de ce mois de décembre, ils vont venir à Kinshasa pour nous révéler la firme qui a gagné le marché pour cette étude de préfaisabilité de 3 mois. Il y a 3 mois, on va nous sortir les éléments concrets de la mise en place de cette usine et éventuellement de l'entreprise qui va commencer cette usine. Alors, ça ne sera pas l'État congolais lui-même, c'est dans un partenariat public-privé parce que nous, comme État, on donne l'espace qui est la zone économique spéciale. Je vous rappelle ici que le gouverneur d'Io Katanga a déjà mis à disposition 2000 hectares pour ça. Et donc, l'État va donner sa contribution en termes d'hectares, va viabiliser la zone, c'est-à-dire y amener de l'eau, de l'électricité, viabiliser l'espace avec des routes en interne et les partenaires amènent les capitaux pour l'installation de cette grande première usine de fabrication de précurseurs de batteries électriques. Donc, il faudrait que les gens comprennent que nous nous inscrivons dans une optique de planification à moyen et long terme pour que d'ici 2030, 2040, la RDC soit dotée de capacités financières à même de répondre aux besoins exprimés par la population. Monsieur le ministre, 39 millions de dollars américains pour commencer, pour l'installation de cette usine, 39 millions de dollars américains, il faut tracer des routes, il faut ceci, ça sera peut-être des milliards de dollars. Oui, les 39 millions, c'est seulement l'unité, mais la construction de l'écosystème, c'est-à-dire les routes, l'électricité et les autres aspects liés à l'environnement même de cet espace ne sont pas dans les 39 millions. La RDC va débloquer ces milliards de dollars dans son budget? Oui, la RDC, nous avons d'ailleurs dans le budget 2023 déjà mis au niveau de notre budget des interventions économiques pour permettre à ce que la RDC soit à même d'avoir une ligne budgétaire qui finance les premières actions à mener en attendant que les partenaires amènent leurs moyens parce qu'ils veulent aussi voir la volonté de l'État. Et c'est comme ça que nous avons fait inscrire au niveau du budget. On a même été invité à la commission ECOFIN du Parlement lors des discussions, en dehors de la grande discussion de présentation à l'Assemblée nationale. On a été invité par la commission ECOFIN qui effectivement a compris la nécessité d'insérer des lignes budgétaires au niveau du ministère de l'Industrie. C'est évalué à combien à peu près? Oui, c'est autour de 30 milliards de francs congolais, ce qui vous donne autour de 15 millions. Hein, c'est très peu. De construction de l'écosystème. Oui, mais c'est très peu, 15 millions, c'est très peu. Mais, les routes, l'électricité, c'est très peu, 15 millions. Oui, c'est très peu, mais le projet n'a pas qu'une seule année. Si par an, on a débloqué 15 millions, et l'année suivante, on débloque 15 millions. Au bout de 3 ans, on aura débloqué 45 millions. Et donc, les 45 millions peuvent aider l'État déjà à investir et à permettre à créer cette richesse. Mais pourtant, la RDC entend capter une partie de 8 000 milliards de dollars du marché des batteries des véhicules à l'échéance 2025. Avec ce décaissement échelonné, on ne risque pas d'atteindre cet objectif. 2025, c'est bientôt. Oui, 2025, c'est dans 2 ans. Mais déjà, si en 2023, on débloque 15 millions de dollars pour le gouvernement et d'autres interventions économiques, mais aussi mobiliser les partenaires, parce qu'il y a des partenaires que nous avons rencontrés dans nos longues tournées en Indonésie, sérieux, par des exemple. Partenaires sérieux? Des partenaires sérieux. Vous rencontrez des partenaires, mais qui vous font des promesses et qui ne viennent plus, ils ne viennent jamais en RDC. Bon, tout ça. Ils ne mettent pas la main à la poche parfois. Ouais. Oui, vous savez, la construction du montage financier prend du temps. Parce qu'un investisseur doit se rassurer de la viabilité de son investissement et de la crédibilité du pays dans lequel il veut investir. Alors, tout ce que nous faisons comme tournée, c'est pour
davantage rassurer tous les partenaires qu'il y a une forte volonté politique. Nous rassurons les gens qu'il y a une stabilité politique en RDC, parce que nous sommes à notre 3e cycle électoral, on va entrer au 4e cycle électoral. Cela rassure les gens que donc si on vient investir, on va s'inscrire dans la continuité des services publics de l'État. Le partenaire se rassure alors qu'il y a un problème d'infrastructure à travers le pays, problème d'électricité. Il faut d'abord trouver des réponses assez préalables avant que l'investisseur ne vienne. Donc, ça prendra du temps, ça peut prendre 10, 15, 20 ans. Ça ne sont pas des préalables, ce sont des opportunités. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons élaboré le plan directeur d'industrialisation qui reprend toutes ces composantes. Composantes infrastructures routières, composantes infrastructures énergétiques, composantes infrastructures portuaires, aéroportuaires, composantes zones économiques spéciales, pour permettre effectivement à ce que, au-delà de ce que nous faisons actuellement, pour promouvoir la question des batteries électriques, que nous attirions également d'autres investissements dans les domaines des infrastructures tels que je viens de les citer. Et là, nous travaillons en collaboration avec les ministres des ITPR, avec les ministres des ressources hydrauliques, qui, eux aussi, à leur niveau, sont en train de mobiliser les partenaires. Vous avez suivi, par exemple, dernièrement, que le ministre des Infrastructures a signé un contrat de construction de la route qui partira de Beni jusqu'à Kisangani. C'est 700 km pour 1,4 milliard de dollars. Ça va permettre effectivement de relier l'océan Indien à l'océan Atlantique à travers la route Kasindi Beni Kisangani, déverser sur le fleuve et arriver à l'océan Atlantique. Gouvernement, ce ne sont pas des projets. Les contrats ont déjà été signés. Il ne reste que la mise en œuvre et le début des travaux. Problème de mise en œuvre aussi. Ouais. On a souvent lancé des projets et on pose la première pierre et puis ça fait 2, 3, 4, 5 ans pour que les choses démarrent. Ça, c'est une autre question. Moi, je vous donne plus ou moins les projets dans les pipelines au niveau de notre gouvernement Sama Lukonde. Et je crois que d'ici là, les ministres des infrastructures, peut-être la situation de l'Est, pourraient déjà se déplacer pour aller lancer les travaux sur la route Kasindi Beni Kisangani et ainsi ouvrir la RDC et à l'océan Indien et à l'océan Atlantique à travers les boulevards qui est le fleuve Congo. Dans cette question des batteries électriques, il n'y a pas que les RDC. Vous avez également en France la jeune entreprise française Vector qui ambitionne construire une usine de production des batteries en France. Elle avait annoncé déjà en juillet la levée de 100 millions d'euros pour ce faire. C'est un concurrent sérieux pour la RDC. La RDC n'est pas seule, comme vous le dites. Mais la concurrence est facteur de développement. Mais ce qui doit nous rassurer, c'est que le marché est tellement grand que même si vous construisez une usine de fabrication de batteries en France, ça ne va pas absorber tout le marché mondial. Parce que l'Afrique aura besoin de ces batteries électriques d'abord pour son électrification. En dehors des véhicules électriques, les batteries au lithium vont aider à magasiner l'énergie en vue d'électrifier l'Afrique. L'Afrique a un taux d'électricité qui est inférieur à 20%. Et donc, il y a des pays où le taux de pénétration de l'électricité est inférieur à 5%. Alors, même si aux États-Unis, en Chine et en France, on crée ou on installe d'autres usines, ces usines ne peuvent pas satisfaire la demande mondiale qui va être en termes de millions de véhicules électriques, mais également la demande mondiale en termes d'énergie verte. Vous savez pourquoi nous nous battons avec Madame la vice-première ministre de l'Environnement sur les crédits carbone? C'est parce que lorsqu'il y a eu la COP à Paris, les pollueurs avaient dit qu'ils allaient payer 100 milliards de dollars par an à ceux qui amortissent les chocs de réchauffement climatique, c'est-à-dire la RDC, le Brésil et l'Indonésie. Voilà pourquoi, face aux tergiversations des pollueurs, nous nous sommes retrouvés à Bali, c'est en Indonésie, avec la vice-première ministre en charge de l'environnement, pour signer un accord à 3. Le Brésil, l'Indonésie et la RDC. Pour dire, ces gens qui sont des pollueurs, ils ont traîné à libérer leurs 100 milliards, alors que c'est nous qui amortissons les chocs du réchauffement climatique. Signons un contrat pour que nous nous imposions sur l'échiquier international de manière à capter ces 100 milliards et désormais à intervenir dans la fixation du prix du carbone. Parce que la tonne de carbone dans certains pays est à $5, alors qu'elle devait se situer autour de $100 la tonne. Parce que le nombre de gaz que nous absorbons comme forêt devrait nous aider à gagner un milliard et ainsi financer des projets comme celui des batteries électriques. Donc, la mutualisation Brésil, Indonésie, RDC et les bassins du Congo en général, c'est-à-dire le Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, c'est une mutualisation avantageuse pour le monde entier. Parce que si nous décidons alors de couper nos forêts pour dire, bon, allez, vous nous gênez, vous avez pollué la planète parce que nous n'étions pas là quand vous polluez cette planète avec vos énergies fossiles, alors nous on coupe toutes nos forêts. Mais le monde disparaît tout de suite. On va vous déstabiliser aussi. Non, c'est une manière de dire, ils sont obligés de libérer ces moyens parce que
dans leur prévision de comptabilité, eh bien, ils ont prévu ces moyens-là pour financer la pollution. Alors, la mutualisation, ou si vous voulez la coalition Brésil, Indonésie, RDC, a pour rôle de décrocher ces 100 milliards-là, une bonne partie de 100 milliards, pour que ça nous aide maintenant à financer les projets de création d'énergie verte ou d'énergie renouvelable, comme c'est le cas en RDC avec la Zambie et d'autres pays. C'est comme c'est le cas avec la chaîne de valeur autour des batteries électriques. Monsieur le ministre, vous êtes en contact avec la Zambie dans ce dossier des batteries électriques. Avec la Zambie, ça se passe comment concrètement? Oui, avec la Zambie, et c'est la raison pour laquelle nous installons la première unité dans le Haut-Katanga, qui est une région transfrontalière avec la Zambie, parce que c'est un accord qui avait été signé en avril à Lusaka avec un engagement des deux chefs d'État, le président Félix Antoine Tshisekedi et Hakainde Hichilema. Et donc nous devons mettre la première unité de fabrication de précurseurs dans la zone transfrontalière pour d'une part profiter des ressources naturelles de la RDC, profiter des ressources naturelles de la Zambie, mais également là où on peut avoir un déficit énergétique, qu'on fasse recours à la Zambie. Si nous, par exemple, nous avons un déficit énergétique et que la Zambie a une stabilité en termes énergétiques, la Zambie fournit à la zone économique spéciale. Si nous avons une grande quantité de nickel ou de manganèse et que seulement la Zambie a le cobalt, nous mutualisons nos minéraux. Donc c'est une première expérience qui permet à ce que l'Afrique commence par elle-même, par certains pays, à imaginer la manière dont tous ces pays africains peuvent se mettre ensemble pour faire face aux problèmes mondiaux qui se posent. Et l'ambition des deux présidents, c'est de ne pas rester à deux, c'est de convier tous les autres États à rejoindre cette chaîne de valeur pour qu'elle soit véritablement africaine. Et c'est ça l'essence du sommet que nous avons eu à Niamey pour l'industrialisation de l'Afrique. Vous avez parlé de cette réunion à Niamey au Niger, vous avez présenté le PDI, le plan directeur d'industrialisation de la RDC avec le développement des zones économiques spéciales et le grand projet pour l'Afrique. On a déjà parlé des batteries électriques. C'était à l'occasion du lancement dans la capitale nigérienne de la semaine d'industrialisation de l'Union africaine. Mais que cherchez-vous finalement? Le constat général fait que les pays africains n'ont pas transformé les ressources naturelles. Vous avez suivi lorsque le président Tshisekedi a pris la tête de la SADC, le thème de l'année de son mandat, c'est l'agro-transformation et la création des chaînes de valeur. Ça, c'est pour la région SADC. Maintenant, on se retrouve à Niamey avec tous les chefs d'État pour les mêmes constats. On dit finalement, nous sommes un pays africain avec un produit intérieur brut de l'ensemble de l'Afrique. Tenez bien, le produit intérieur, c'est-à-dire l'ensemble des richesses économiques de l'Afrique. Cet ensemble de richesses est inférieur à l'ensemble des richesses du Japon. Notre produit intérieur brut est de 1200 milliards de dollars. 1000 milliards, on peut le dire comme ça en termes clairs. Mais le Japon a un produit intérieur brut de 5000 milliards. C'est-à-dire l'ensemble des richesses du Japon supérieur à l'ensemble des richesses de toute l'Afrique. Et le constat, c'est que effectivement, nous n'accroissons pas nos richesses parce que nous n'avons pas industrialisé le continent. On ne transforme pas nos produits sur place. On ne transforme pas nos produits sur place. Voilà pourquoi les chefs d'État à Niamey ont pris 2 ou 3 grandes décisions. La première décision, c'est que désormais, tous les États africains vont consacrer un minimum de 10% de leur budget au développement industriel. Je prends l'exemple de la RDC. Nous avons un budget de 14,6 milliards. Donc, 1,4 milliard doit être réservé au développement industriel. C'est-à-dire le financement des écosystèmes qui attirent les investissements dans l'industrie, le financement des zones économiques spéciales dont vous avez parlé ici, qui sont des espaces d'attraction des investissements nationaux et étrangers, mais également, nous voulons copier un peu le modèle du Ghana, qui a mis en place une politique de One District, One Factory. Pour le cas de la RDC, un territoire, une industrie. Et donc, je vais bientôt présenter un programme. Dans le cadre du programme 145 territoires, moi, je vais le dupliquer maintenant. Programme 145 territoires barre industrialisation. À ce moment-là, je vais lancer le programme un territoire, une industrie. Ça fera 145 industries. Et donc, ça va participer à la création et à la formation des richesses au niveau de chaque territoire. Parce que nous avons des chaînes agricoles qu'il faut créer, des chaînes de valeur agricole. Nous avons la filière café, filière cacao, filière manioc, filière thé, filière maïs, filière riz. Tous ces produits-là, on va les lister et commencer à les inscrire dans une chaîne de valeur agricole pour qu'on ne se limite pas seulement à la production des arachides, mais aux huiles d'arachide. Donc on crée une industrie par rapport au potentiel qu'il y a dans chaque territoire. Donc il y a une enquête qui va être faite et nous avons
un bureau national d'études et de planification industrielle qu'on appelle. Vous avez déjà des études. Pourquoi ne pas vous appuyer sur les études qui existent déjà? Non, les études existent, mais par rapport à ces nouveaux programmes d'un territoire, une industrie, nous allons quand même appuyer les enquêtes existantes par des enquêtes approfondies, mais en nous basant sur les autorités locales. Et nous sommes heureux que le chef de l'État ait nommé des nouveaux administrateurs des territoires qui, lorsque nous avons eu le temps de voir la structure, ce sont tous des jeunes. La première recommandation, c'est qu'il faudra qu'on les forme. Et moi, je suis un territorial depuis 20 ans. Je voudrais peut-être former la demande pour que je sois parmi les formateurs, pour que nous formions ces jeunes-là, administrateurs qui viennent d'arriver, de manière à ce que ils prennent maintenant ce programme de 145 territoires et le programme de un territoire, une industrie, pour qu'à l'horizon 2030, on se rassure qu'au moins chaque territoire a une industrie. La conséquence, c'est quoi? C'est que chaque industrie va créer des emplois. Chaque industrie va créer des marchés pour les produits locaux. Parce que les gens ne savent pas où écouler les produits. Mais l'industrie qui est créée dans chaque territoire absorbe toute la production locale pour la transformer, lui donner une valeur ajoutée. Et in fine, nous allons devenir des exportateurs. Et quand on devient exportateur, on devient importateur de devises. Parce que quand on va à l'extérieur, on ramène les devises. Et c'est donc notre manière, en tant que ministère de l'Industrie, de participer à la formation de notre produit intérieur brut. Et l'ambition du ministère, c'est de contribuer à hauteur de 27% sur la création de la richesse congolaise. La deuxième décision, c'est que tous les pays africains ont adopté le modèle des zones économiques spéciales. Comme en RDC. Comme en RDC. Où les choses n'ont pas encore démarré. Parce que nous avons présenté le modèle de la RDC, le Maroc a présenté son modèle, le Gabon a présenté son modèle. Eh bien, après la présentation de ce modèle, les chefs d'État ont adopté que les zones économiques spéciales devraient être des outils d'attraction des investissements. Et les défis auxquels nous nous sommes bités dans la mise en œuvre des zones économiques spéciales, c'est qu'il y a une faible appropriation nationale. Ce sont les étrangers qui viennent s'installer. C'est là où je sensibilise encore une fois la Fédération des entreprises du Congo, les petites et moyennes entreprises, que les zones économiques spéciales ne sont pas faites pour les étrangers. Elles sont faites pour les investissements, d'où qu'ils viennent, nationaux ou étrangers. Si donc on a une zone économique spéciale à Maluku, on a une zone économique à Lubumbashi, on a une zone économique à Manono, au nord Kivu à Moussienene, à Miluna dans le sud du Bangui et partout ailleurs, ça ne concerne pas les expats. Les gens préfèrent aller thésauriser leur argent à l'extérieur que de créer des investissements, créer des richesses, participer à la formation de la richesse congolaise. L'autre décision qui a été prise à Niamey, c'est que les États ont convenu de consacrer 10% des marchés aux entreprises locales, minimum. C'est-à-dire, on a trouvé que lorsqu'on lance des appels d'offres, c'est plus les entreprises étrangères qui viennent gagner les marchés et finalement les entreprises nationales ne deviennent que des sous-traitants. Alors, pour créer la classe moyenne congolaise, les chefs d'État ont décidé de réserver minimum 10% des marchés aux entreprises locales. Il faut la capacitation de ces entreprises aussi. Oui, ceux qui vont avoir de l'ambition, ils peuvent me donner 20%. Mais l'ambition, c'est d'arriver à 30%. Pour qu'au moins on se rassure que 30% des marchés au niveau de chaque pays sont gagnés par des entreprises nationales. Ainsi, on va créer des champions nationaux et des millionnaires nationaux. Même Monsieur le ministre, il y a déjà un modèle de création des champions, c'est le Nigeria avec Dangote, à qui l'État avait offert des marchés. C'est ce modèle que les pays africains devraient suivre. Mais c'est vers là qu'on veut aller. Vous avez suivi même l'adresse du président de la République à la jeunesse congolaise. Lorsqu'il était en face de la jeunesse congolaise, la jeunesse lui a posé un certain nombre de questions pour dire mais nous sommes là, nous sommes disponibles. Donc le sommet de Niamey s'inscrit dans cette philosophie de vouloir créer des champions africains. Et vous vous rappelez qu'il y a quelques temps, nous avons organisé ici un atelier avec des opérateurs nigériens, avec Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérien, qui est à la base de la création des champions au Nigeria. Il est venu partager l'expérience de comment il a fait pour créer des champions. Maintenant, le sommet de Niamey ouvre la porte à tous les États africains à commencer à créer des champions. Et la chose la plus importante, lorsqu'on dit qu'on va consacrer un minimum de 10% au développement industriel, ça veut dire que le gouvernement congolais va commencer à subventionner les opérateurs économiques qui sont dans le secteur industriel. Et si on a 1,4 milliard de dollars, on peut se dire chaque année, on prévoit 100 millions dans la subvention des opérateurs économiques pour créer des champions. Ceux qui sont dans le domaine industriel, ils sont subventionnés. C'est-à-dire de l'argent injecté qui n'est pas à rembourser. Donc il faut créer une banque d'investissement. Et le ministre des Finances, effectivement, a présenté au niveau du gouvernement la création
de la banque de développement ou banque d'investissement. Donc la RDC est déjà sur un vrai chantier de sa relance économique. Je crois qu'il faut faire confiance à la volonté affichée du président de la République, au pragmatisme du Premier ministre et à tous les gouvernements des warriors que nous sommes. Je rappelle que notre invité, c'est le ministre de l'Industrie, M. Julien Paluku. Avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Sur le marché, nous avons remarqué une instabilité des prix de denrées de première nécessité. Il y a eu baisse des prix de certains produits dernièrement. Malheureusement, cette semaine, les prix ont été revus à la hausse et certaines denrées sont devenues rares. C'est le cas de la viande de bœuf. Le carton coûte actuellement 297 000 francs. Il était à 240 000 francs congolais. Pareil pour le poisson chanchard. Une vendeuse que nous avons rencontrée au grand marché de Kinshasa nous en parle. La viande de bœuf s'est fait rare. Le carton est à 297 000 francs congolais. Nous devons donc vendre les kilos à 18 000 francs. Les poissons chanchard, il n'y a que les petits poissons. Et le carton est à 270 000 francs congolais. Un carton de poulet emballé est à 118 000 francs. Les poissons mungus sont à 51 000 francs congolais la rame. Un carton de poisson salé revient à 63 $ américains. 63 $. Autres produits comme les cossettes de manioc, le seau qui coûtait 15 000 francs est vendu actuellement à 17 000 francs congolais. Le sac est à 190 000 francs congolais. Une mesurette des maïs varie entre 1 700 et 3 000 francs. Une mesurette des haricots appelée Milaï est à 2 500 francs, Bilbil 2 700, Goma 2 800 à 3 000 francs congolais, Basolda 2 700, Pembe 2 800 francs congolais. Une mesurette de farine de froment est à 4 000 francs congolais. Un sachet de sucre de 5 kg coûte 12 000 francs. Un sac de sucre de 50 kg revient à 99 000 francs congolais. Un pain est vendu à partir de 100 francs congolais. Un plateau d'œufs varie entre 13 et 15 000 francs. Un sac de riz de 25 kg varie entre 48 et 60 000 francs. Un sac de semoule de 25 kg varie entre 40 et 46 000 francs. Un bidon d'huile de palme industrielle de 5 litres coûte 17 000 francs. Celui d'huile de palme artisanale coûte 16 000 francs. Il est à 15 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 25 litres revient à 118 voire 120 000 francs congolais. Celui de 20 litres revient à 50 000 francs. Celui de 5 litres varie entre 26 et 30 000 francs congolais. C'est selon la marque. Un kilo de pommes de terre coûte 4 000 francs. Un tas de bananes plantains est vendu entre 3 000 et 5 000 francs. Un filet d'oignon coûte 25 à 30 000 francs. Un tas de piments coûte 500 francs congolais. Une tomate fruit est à 300 voire 500 francs congolais. Une gousse d'ail se vend à partir de 200 francs congolais. Un ananas se vend entre 2 000 et 8 000 francs congolais. Un tas de 3 mangoustons se vend à 1 000 francs voire 1 500 francs congolais. Une mangue se vend entre 200 et 800 francs congolais. Un tas de champignons frais coûte 1 000 à 1 500 francs congolais. Merci Béro Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine pour vos différentes rubriques. Alors Monsieur le Ministre, questions avec des courtes réponses pour terminer. Climat des affaires, les investisseurs ne se bousculent pas au portillon. C'est quoi? Vous demandez 30%, vous demandez des motivations pour que ces investisseurs puissent commencer à opérer au Congo? Oui, c'est des pratiques à décrier parce qu'elles ont existé. Mais je dois avouer que tous les investisseurs qui arrivent au ministère de l'Industrie, je mets à défi quiconque. Je ne peux même pas rêver. Vous n'avez rien reçu pour signer un arrêté ou une décision? Je ne peux même pas rêver, m'imaginer. Depuis que les choses sont arrivées, par exemple, j'ai signé 12 000 certificats octroyant des marques aux entreprises. Où je ne vais pas trahir la mémoire ancienne, déjà demander de l'argent, effectivement. Mais je peux vous mettre au défi. Aujourd'hui, les opérateurs économiques, ils sont fiers de constater qu'ils peuvent avoir leurs certificats des marques, certificats d'enregistrement, sans un seul dollar. Ça, c'est le ministère de l'Industrie. Ministère de l'Industrie. Mais ailleurs, on ne sait pas. Non. Ailleurs, la philosophie est claire, celle du président de la République. Et c'est pourquoi l'inspection générale des finances est sur la trousse de toute personne qui peut empêcher que le climat des affaires s'améliore. Voilà pourquoi le chef de l'État a installé une cellule de climat des affaires en son cabinet pour suivre
à la loupe ce qui se fait dans les ministères. Je peux dire que si des pratiques ont existé, c'est de par l'histoire, de par le passé. Si elles continuent à exister, ça doit être regrettable. Et je ne vois pas un ministre en train de demander 10-15%. Pour en faire quoi? Parce que l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier. Et quand vous sauvegardez l'intérêt général, votre intérêt particulier se retrouve dans l'intérêt général. Ça, c'est vous, vos collègues, je ne sais pas. Non, je ne peux pas ici jeter l'anathème sur les collègues pour dire que ça est là. S'il y a des cas avérés, mais dénoncez-les. Ils seront mis en prison. Le climat des affaires s'est nettement amélioré. Les ministres congolais sont des ministres exemplaires. Ceux qui sont dans les pratiques comme vous les décriez ici, eh bien, la justice n'a qu'à faire son travail. Pourquoi les investisseurs ne viennent pas? Ils sont sérieux. Pourquoi les investisseurs ne viennent pas? Mais ils viennent. Ils viennent, ils partent. Mais le nombre d'industries, on n'a pas encore un nombre important d'industries. Peut-être à la fin de l'année, je vais vous dire le nombre d'unités industrielles qui sont installées depuis que je suis au ministère de l'Industrie. Dites que vous êtes ancien gouverneur du Nord Kivu. Bunagana occupé depuis plus de 4 mois. La RDC perd beaucoup avec la prise de Bunagana. Oui, la RDC perd beaucoup, mais ce que je dois dire, c'est que les pays qui nous agressent peuvent s'estimer forts, mais on ne reste pas fort tous les jours. La RDC, à travers le président de la République, est en train de monter en puissance petit à petit. On peut prendre telle ville, on peut prendre telle localité, on peut prendre. L'important pour la RDC, c'est de construire son système de défense. Et j'ai participé à beaucoup de réunions où je sens qu'il y a une construction lente mais sûre de notre capacité de réaction à toutes sortes de velléités d'ici 1 année, 2 ans, 3 ans. Je rappelle que notre invité c'était Julien Paluku, ministre en charge de l'industrie. Merci monsieur le ministre d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. Merci. Merci à Michael Mena le réalisateur. Merci à vous chers auditeurs. Vous pourrez suivre cette émission sur notre page Facebook Jeudi Économie avec Eric Ambago. À très bientôt.